Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Caroline Roux. D'abord un mot sur la société anglaise Greensill qui a déposé le bilan en Grande-Bretagne hier. Alors c'est une société qui finance Liberty, qui possède plusieurs sites industriels en France. Voilà pourquoi on en parle ce matin. Des sites comme Hayange, Ascoval. Vous aviez donné votre accord pour cette reprise. Est-ce que vous craignez des réactions en chaîne? Est-ce que vous craignez des destructions d'emplois en France? Bon, j'ai pas de crainte là-dessus et tous les salariés d'Hayange, d'Ascoval, d'Aluminium Dunkerque doivent savoir que l'État sera derrière eux, qu'il est là pour les protéger. C'est que je me suis beaucoup engagé pour le redressement du site d'Ascoval. Il a maintenant des commandes, il est profitable. Donc l'État protégera les salariés. Et je veux que les salariés qui nous écoutent... Oui, parce qu'il y a une inquiétude ce matin, forcément. Je comprends parfaitement qu'ils aient des inquiétudes quand ils voient les difficultés financières de Liberty, le groupe qui possède ces industries. Mais dans tous les cas de figure, l'État sera derrière ces sites industriels et derrière les salariés, comme il l'a été depuis le premier jour. Qu'est-ce que ça veut dire, l'État sera derrière les salariés et les sites industriels? Et ça veut dire que s'il y a une difficulté financière, l'État saura faire le pont, trouver des solutions alternatives, mais je ne laisserai pas tomber des salariés que j'ai soutenus depuis 2017 en faisant vraiment le maximum pour que le site d'Ascoval puisse poursuivre son activité. Parlons du plan de relance américain, je le disais, 1900 milliards de dollars, des chèques de 1400 dollars par adulte et par enfant, sans condition de ressources, vont arriver sur le marché américain. Sur l'économie américaine. Est-ce que cela vous fait craindre une surchauffe de l'économie américaine? Et deuxième question en une, est-ce que vous souhaitez des répercussions sur la zone euro de ce plan de relance? Non, je n'ai pas de crainte particulière sur l'effet du plan américain sur l'économie européenne et sur les taux. On suit ça évidemment de très près. Mais la première conséquence, c'est que l'activité économique va redémarrer vite aux États-Unis, c'est-à-dire chez un des grands clients de l'Union européenne et un des grands clients de la France. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. La zone euro peut en profiter économiquement. Après, il faudra être vigilant sur le risque d'inflation et donc de surchauffe sur les taux d'intérêt. Nous regardons ça de très près, mais ça n'est pas... Il y a eu une alerte la semaine dernière. Il y a eu une alerte, mais vous avez vu que les marchés ont corrigé très rapidement, donc je n'ai pas d'inquiétude. Je crois que la réaction des marchés, elle a été naturelle. L'économie redémarre, la croissance redémarre aux États-Unis. Il y a un ajustement. Cet ajustement, il est naturel et il est maîtrisé. Je pense que ce qu'il faut surtout voir, c'est que nous avons désormais notre premier partenaire commercial qui va pouvoir investir, qui va pouvoir consommer. C'est aussi une bonne nouvelle pour les producteurs européens. Le gouverneur de la Banque de France dit que la BCE peut et doit agir. Christine Lagarde va prendre la parole jeudi, justement après ce mouvement de hausse brutale des taux. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de la part de la BCE? La Banque centrale européenne, depuis le début de cette crise, a bien agi et a agi au bon moment. Et c'est d'ailleurs elle qui nous a permis et qui nous permet toujours d'emprunter à des taux très attractifs sur le marché. Donc j'ai toute confiance dans Christine Lagarde comme dans la Banque centrale européenne. L'emploi salarié en France en baisse de 0,1% au quatrième trimestre avec 20 600 postes détruits. Ce sont les chiffres ce matin de l'INSEE. Est-ce que notre économie et l'emploi continuent de souffrir avec des mesures de restriction de notre économie? Je pense naturellement en particulier au couvre-feu. Il souffre, mais il souffre moins que ce qui avait été anticipé. 320 000 emplois salariés privés perdus en 2020, c'est évidemment 320 000 emplois salariés perdus de trop. Mais c'est 3 fois moins que ce qui a été anticipé. On annonçait 11% de récession, c'est ce que nous pensions. Il y a eu un peu plus de 8% de récession. Qu'est-ce que ça prouve? L'économie française a des capacités de rebond qui sont exceptionnelles. Et l'économie française va surprendre la zone euro et le reste de l'Europe par sa capacité de rebond d'ici la fin de l'année 2021. Et ce qui me fait dire ça, c'est le maintien de l'investissement des entreprises, c'est une très bonne nouvelle. C'est la mobilisation des entrepreneurs, c'est une très bonne nouvelle. C'est la résistance du marché du travail grâce aux mesures que nous avons prises pour protéger les salariés et éviter le chômage de masse. Dès que les mesures de restriction sanitaires seront levées, c'est la seule inconnue, parce que ça dépend évidemment de la circulation du virus. L'économie française retrouvera des couleurs. Le plus tôt sera évidemment le mieux, mais je le dis, l'économie française retrouvera des couleurs très rapidement, dès que les mesures de restriction sanitaire seront levées. Et c'est pour ça aussi que nous accélérons le déploiement du plan de relance, que je suis sur le terrain toutes les semaines pour aller voir ces industries qui investissent, ces entreprises qui embauchent, parce que c'est elles qui feront la croissance de demain. Olivier Dussopt a expliqué que 2021 marquerait la fin du quoi qu'il en coûte si on sortait de cette épidémie. Le président annonce, je le disais, des perspectives plutôt heureuses dans 4 à 6 semaines. Est-ce que vous scénarisez déjà? Est-ce que vous pensez déjà à l'après? C'est-à-dire au moment où il faudra sortir des aides d'État, de quelle façon cela doit-il se passer? De manière progressive, secteur par secteur? Est-ce que vous y pensez déjà?
Bien sûr, je pense que c'est une stratégie qui a 3 étapes. Et c'est très important que les Français sachent vers où nous voulons aller avec le président de la République. La première étape, ça a été 2020, et jusque dans cette année, la protection de tous les Français, de tous les salariés, et notamment des entreprises les plus touchées. La deuxième étape, qui a déjà commencé, l'une a commencé avant que l'autre soit finie, c'est la relance. Il faut l'accélérer parce que c'est ce qui fera les emplois de demain. Et puis la troisième étape, elle viendra un peu plus tard, c'est celle où on commencera à retirer les dispositifs parce que la croissance le permettra. Plus tard quand? C'est ça la question qui se pose peut-être, les Français qui vous regardent. Mais nous ne le ferons que lorsque ce sera possible pour les entreprises. Nous ne le ferons que de manière différenciée, ce ne sera pas la même chose pour tous les secteurs, et nous ne le ferons que progressivement. Et là aussi, je veux que tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qu'ils soient restaurateurs ou qu'ils soient patrons de PME dans le secteur aéronautique, sachent bien que nous ne ferons rien brutalement et subitement. On ne va pas perdre en quelques semaines le bénéfice de ce que nous avons réussi avec le président de la République depuis plus d'1 an, c'est-à-dire protéger les entreprises. Il y a des secteurs qui vont rebondir très très rapidement. Moi, je suis sûr que les restaurants, vous comme moi, comme tous ceux qui nous écoutent, le jour où ça rouvre, les Français seront heureux de retrouver les restaurants. En revanche, sur l'aéronautique, on est sur des délais beaucoup plus longs, de 2 ans, 3 ans, peut-être 4 ans, et il faudra continuer à accompagner l'aéronautique pendant encore 2 ans, 3 ans. Et nos finances publiques le permettent. Nos finances publiques nous permettent de continuer à soutenir. Le quoi qu'il en coûte ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain, mais il faudra, le moment venu, c'est-à-dire quand la croissance sera de retour, rétablir des finances publiques. Pourquoi? Mais tout simplement pour reconstituer des réserves financières si d'ici 5 ans, 10 ans ou 15 ans, il devait y avoir une nouvelle pandémie, pour être en mesure d'y faire face. Marine Le Pen, justement, parle des finances publiques et de la dette, a surpris en se rangeant la semaine dernière du côté de ceux qui pensent que rembourser une dette est une obligation morale. Elle se range dans la catégorie de ceux qui ont un projet économique crédible pour la présidentielle, Marine Le Pen. Et tant mieux si le Rassemblement national découvre subitement qu'une dette, ça se rembourse. Il serait plus crédible s'ils avaient tenu le même discours depuis plusieurs années de façon constante. Et surtout, il serait plus crédible s'il ne nous disait pas « il faut rembourser la dette », mais comment il faut rembourser la dette. Et c'est là que Marine Le Pen fait preuve d'une incohérence totale. Parce qu'elle nous dit d'un côté « il faut rembourser la dette », mais de l'autre, elle nous dit « il faut revenir à la retraite à 60 ans ». Je rappelle que les retraites, Caroline Roux, c'est 1/4 des dépenses publiques dans notre pays. 1/4. Que revenir à la retraite à 60 ans, c'est 40 milliards d'euros de dépenses supplémentaires chaque année. Alors expliquez-moi comment vous faites pour combler le trou de la dette tout en accumulant des déficits supplémentaires chaque année de 40 milliards d'euros. Mais c'est ce qui caractérise Marine Le Pen. C'est-à-dire ? C'est des grandes déclarations, mais une incohérence totale sur des sujets qui méritent sérieux, cohérence et constance, parce que derrière, c'est les économies des Français qui sont en jeu. C'est leur épargne, c'est leurs investissements dans les produits d'assurance vie. Donc il faut un tout petit peu de sérieux, de cohérence pour pouvoir défendre ce genre de position. Ça n'empêche pas d'être très bien placé dans les sondages pour la prochaine présidentielle, Bruno Le Maire. 47% au second tour face à éventuellement Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez toujours qu'Emmanuel Macron est encore le mieux placé pour faire barrage au Rassemblement national? Parce qu'il y a eu tout un tas de déclarations, notamment celle de Jean-Luc Mélenchon récemment, qui expliquait qu'il refuserait de donner de nouveau des consignes de vote au second tour, ou certains qui étaient à votre place la semaine dernière, de la France Insoumise, qui dit « je ne voterai plus pour Emmanuel Macron pour faire barrage ». Moi, je crois qu'Emmanuel Macron est le mieux placé pour diriger la France. C'est pour ça que je le soutiendrai en 2022. Et c'est ça qui compte. Beaucoup plus qu'un duel qui est totalement hypothétique. On est à 14 mois des élections présidentielles. Je ne me résigne pas à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen n'est pas automatiquement qualifiée de droit pour le second tour de l'élection présidentielle. Quant à Jean-Luc Mélenchon et à Olivier Faure, qui refusent de faire le choix entre un éventuel deuxième tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Moi, mon engagement de gaulliste, c'était toujours de refuser que le pouvoir puisse tomber dans les mains du Front National. C'est ce qui m'a fait quitter mon parti en 2017, parce qu'il refusait de faire ce choix. Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure étaient un peu égarés. Ils sont maintenant totalement égarés. Je vais vous dire la réalité, tout le monde l'a parfaitement comprise. Ils sont tellement aveuglés par leur haine pour le président de la République et par leur volonté de le voir battu qu'ils en oublient leurs valeurs, l'histoire de leur famille politique et de leur parti et l'intérêt supérieur de la nation. Ça a un nom, Caroline Roux. Oui. C'est du cynisme, du pur cynisme. Et je pense que le cynisme n'a pas sa place en politique. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. C'est à vous, Laurent.